Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission Options Région. Aujourd'hui, on parle d'élections municipales de gagnants, mais aussi de perdants. On parle d'identification au bureau de vote, on parle de vote obligatoire, de limitation de mandat. On parle aussi d'évasion fiscale et on a en entrevue Mme Aya Georgette qui travaille au Centre d'intégration des immigrants de Beauce-Nord. On commence avec l'actualité. Il y a eu des élections municipales tout récemment et sans l'ombre d'un doute, il y a eu un vent de changement assez important. Il y a eu entre autres plusieurs femmes qui ont été élues, des jeunes également qui ont été élus. Comme on dit, il y a des gens qui étaient là, qui pensaient être élus et finalement, ça ne s'est pas passé pas du tout comme on pouvait le penser. C'est très bien, les vents de changement. Moi, je suis pour ça, mais il y a une chose qui m'inquiète beaucoup, c'est la question du taux de participation. Ce qu'on a vu, entre autres, c'est que dans la plupart des municipalités, dans les grandes municipalités, c'était moins de 50 de participation. Même dans certains cas, à Laval et à Gatineau, moins de 40 de participation. Ça veut dire ça que le 2 tiers du monde ne sont pas allés voter. Ça n'a pas de bon sens. Dans les petites municipalités, c'est beaucoup mieux. On peut voir que le taux de participation est en haut de 70 C'est-à-dire que, grosso modo, on pourrait dire que plus la ville est grande, moins les gens participent, plus elle est petite et plus les gens participent. Pourquoi est-ce que les gens ne participent plus, ou en tout cas ne participent pas beaucoup? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que la politique, c'est fait juste de pourriture, que dans le fond, là, ça ne donne rien de s'occuper de ça, de la politique. Et ça, moi, je n'accepte pas ça, cette idée-là. D'autre part, c'est qu'on a pu voir là, que dans une campagne électorale, il y a des gagnants, mais il y a des perdants, et je trouve que souvent, on n'a pas beaucoup d'empathie par rapport aux perdants. C'est ainsi qu'on a entendu plusieurs personnes ou des commentateurs dire que, dans le fond, les gens qui ont perdu, bien, c'est de leur faute, s'ils n'ont pas été bons, etc. Mais oui, dans certains cas, il y avait des problèmes. Il y a peut-être des gens qui avaient une certaine usure du pouvoir, il y a peut-être des gens aussi qui ont fait des maladresses. Mais dans le fond, ce qu'il faut reconnaître, c'est que les gens ont donné le meilleur d'eux-mêmes durant le temps qu'ils étaient là, le meilleur d'eux-mêmes dans le cadre de la campagne électorale. Puis ça, c'est pas assez reconnu, à mon avis. Pour ce qui est des gagnants, bien, c'est sûr, il faut les féliciter. Puis c'est sûr que là, les autres, ça va bien leur affaire. C'est que là, tout d'un coup, ils vont se ramasser avec beaucoup de nouveaux amis. Vous allez voir ça, là, toutes sortes de monde que vous ne connaissez pas, qui sont rendus vos nouveaux amis. Même des fois, peut-être certains de vos ennemis vont dire du bien de vous. Et vous allez flotter sur un nuage pendant un certain temps. Mais profitez-en parce que les nuages, vivre sur un nuage en politique, ça ne dure pas très longtemps. Les nouveaux élus, une fois bien installés dans leur bureau, vont voir que c'est pas si facile et qu'il va y avoir une liste quasi interminable de gens qui vont vouloir vous rencontrer pour régler toutes sortes de problèmes. Certains problèmes qui n'ont pas été résolus par leurs prédécesseurs, certains problèmes peut-être plus faciles, d'autres plus difficiles. Il va y avoir aussi des problèmes qui sont un peu insolubles et qui finalement, il n'y a pas de solution à ça. Il y a également aussi parfois des problèmes qui sont soit trop coûteux ou trop complexes pour être capable de donner une réponse adéquate. Dans le fond, les nouveaux élus vont s'apercevoir que la job de maire ou de mairesse, c'est de régler des problèmes. C'est ça la job. C'est pas la belle vie de cocktail de 5 à 7, là. Ça ne dure pas longtemps, puis souvent, vous n'avez même pas le temps d'aller dans ces événements-là. Faire de la politique, c'est difficile et en plus, c'est d'être exposé à la critique et ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui aime ça dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Il faut être fait fort pour faire de la politique parce que même si vous avez donné le meilleur de vous-même, même si vous avez fait des bons projets, même si vous avez amélioré la situation, ça peut arriver que la population vous donne votre bleu pour toutes sortes de raisons. Et habituellement, c'est souvent pas nécessairement de grandes choses. Des fois, c'est des petits éléments que vous avez peut-être sous-estimés, que vous n'en êtes pas bien occupé. La perfection, ça n'existe pas. Et ce qui peut arriver, c'est que des petites choses peuvent faire en sorte que vous allez perdre vos élections. Par ailleurs, dans le cadre des élections, il peut arriver qu'il y ait des candidats qui sont vraiment différents, des candidats de plus gros calibre, on pourrait dire, et d'autres de moins grand calibre. Et à ce moment-là, les gens vont dire, on va voter pour celui qui est le meilleur. Mais ça peut arriver aussi qu'avec des candidats qui sont égaux, des candidats ou des candidates qui sont très bons, il va en avoir au moins un, sinon plusieurs qui vont perdre. Et à ce moment-là, c'est que là, c'est pas... On ne pourrait pas dire que le résultat, c'est que le meilleur gagne, c'est un des meilleurs qui a gagné, et ça reste difficile pour les autres qui se sont présentés. Ce que les gens sous-estiment avec la politique, c'est que les gens oublient que c'est très public et que c'est ingrat, entre autres, quand vous perdez vos élections.
Moi, j'ai même vu des gens là, qui ont perdu les élections, puis finalement, ils ont été plusieurs semaines sans vouloir sortir de la maison, sans vouloir aller à l'épicerie, parce qu'ils se sentaient gênés, ils n'étaient pas capables de faire face à la musique, ils étaient comme déshonorés. Ça, les gens oublient que ça fait partie des réalités, là. Oui, il y a un gagnant, mais il y a un perdant ou des perdantes, et ça, c'est pas facile à assumer. D'autre part, c'est que si vous appliquez dans un poste, là, normalement, dans le comité de sélection, c'est des gens qui ont des bonnes connaissances du milieu dans lequel vous appliquez. Ils peuvent juger si vous avez les compétences ou pas. Mais quand on se présente dans une élection, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui a la compétence pour être capable de faire une bonne évaluation. Parce qu'il y a toutes sortes de monde qui vont voter pour des choses extrêmement, je dirais, simplistes, là. Je me rappelle, entre autres, dans une campagne électorale, il y a quelqu'un qui m'avait dit dans une aréna, « Je vais voter pour toi. » Et je lui avais demandé pourquoi. Il m'avait dit, « Moi, j'ai décidé que la première personne qui se présentait à l'aréna, le premier candidat qui se présente à l'aréna, je vais voter pour lui. » Ce n'est pas des grosses convictions, ça. Bien, ça, là, ce genre de décision-là, ça peut faire que de très bonnes personnes perdent leurs élections, alors que d'autres, pour toutes sortes de raisons, soit qu'il y a une vague, soit qu'il y a une mode, vont la gagner. Et ça, ce n'est pas nécessairement facile à accepter. Quand vous perdez vos élections, là, la vie s'arrête. Là, il y a vraiment une chute brutale. Quand vous étiez maire ou mairesse, à ce moment-là, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Régulièrement, ça sonnait, du monde qui peut vous appeler 3-4 fois par jour. Bien, le lendemain de l'élection, là, c'est silence radio, puis aucun téléphone. C'est mort. Vous partez de là et vous tombez complètement à terre. Pas facile. Pas facile. Et c'est pour ça, entre autres, que pour faire de la politique, il faut être modeste. Parce qu'au moins, quand on est modeste, on tombe de moins haut. Parce que plus vous avez un grand ego et plus la chute est brutale. Il y a aussi, il n'y a pas juste le téléphone qui change, il y a les invitations. Quand vous êtes un élu, vous avez des invitations régulièrement pour toutes sortes de choses. Là, ça n'arrête pas les invitations. Mais quand vous avez perdu vos élections, il n'y a plus aucune invitation. Vous n'êtes plus invité nulle part. Même lors des inaugurations dont vous avez été le principal promoteur, c'est vous qui avez amené la réalisation, bien souvent, vous n'êtes même pas invité à l'inauguration. Faire de la politique, c'est donc vraiment pas facile. C'est un sport extrême, puis qui est plus sec, qui n'est pas très payant. Il y a encore aujourd'hui des maires, des mairesses au Québec qui gagnent moins de 5 000 $ par année pour être maire, alors que c'est des jobs quasiment à temps plein. Ça n'a pas d'allure. Il va falloir qu'on change ça. Il y a beaucoup de jobs pas mal plus payantes puis pas mal moins fatigantes qu'être élu d'une municipalité. Il faut être fait fort pour faire de la politique parce que gagner ces élections, c'est plaisant, mais c'est accepter de lourdes responsabilités puis c'est aussi accepter de voir diminuer notre vie familiale de manière assez importante. Quand j'entends des gens dire ou écrire que la politique, là, c'est juste de la merde, ça me choque profondément. Parce que je considère que la politique, c'est la fonction la plus difficile à occuper. Non seulement ça demande des compétences, du jugement, des connaissances, puis beaucoup de temps, ça demande du courage. Oui, ça demande du courage pour se présenter à une élection parce que c'est public, puis vous ne savez pas si vous allez gagner ou perdre, puis tout le monde vous regarde. Des chialeux là, sur Internet ou sur les ondes là, des radios, il y en a à la tonne de ça. Mais du monde qui accepte de mettre leur nom sur le bulletin de vote, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont le courage de faire ça. Et je pense que c'est en valorisant la fonction politique qu'on va avoir de plus en plus de bonnes candidatures. Tant qu'on va dénigrer ces fonctions-là, ça n'aide pas à avoir des gens qui vont vouloir aller là-dedans. Enfin, je vous dirais, par rapport aux élections, je félicite les élus, je leur souhaite un bon mandat, puis je dis à tout le monde qu'ils aient gagné ou perdu, bien, bravo pour votre courage, il en faudrait plus des gens comme vous. On passe maintenant à un autre sujet, l'évasion fiscale. On vient de voir un nouveau scandale au niveau là, des paradis fiscaux, encore des personnalités canadiennes, québécoises qui ont usé de paradis fiscaux pour sauver de l'impôt. C'est régulier, c'est pas fini, mais il va falloir un bon moment donné que ça arrête. Et entre autres, pour nous sensibiliser aux conséquences de l'évasion fiscale, Oxfam Québec a produit un petit vidéo de 2 minutes que je vous incite à voir. Dans le vidéo choc de Oxfam Québec, qui dure 2 minutes, on voit un commando d'hommes déguisés qui arrivent avec des masques et des habits noirs, avec des espèces de valises, qui rentrent dans un hôpital puis qui font le ménage, comme on dit. Ils arrachent des masques à oxygène, ils décollectent des affaires. C'est pas très beau à voir et finalement, c'est pour nous faire réfléchir aux conséquences de l'évasion fiscale.
c'est que quand il y a des gens qui sont très riches, qui ne payent pas l'impôt qu'ils auraient dû payer, ça a des conséquences collectivement. Ça veut dire qu'il y a des services qu'on ne peut plus se payer. Et c'est pour ça qu'il faut se battre contre ça. Puis je vous dirais que je suis persuadé qu'aux prochaines élections, autant au Québec qu'à Ottawa, la question de l'évasion fiscale va être au cœur de ces élections-là. Avis aux politiciens et aux politiciennes qui veulent s'embarquer là-dedans, soyez préparés, payez des bonnes idées pour radier l'évasion fiscale. Les petites choses qui m'achalent. Bon, entre autres, aux dernières élections, vous savez comment ça fonctionne maintenant, c'est que là, il faut qu'on présente une carte d'identité. Bon, pourquoi? C'est parce que dans le passé, il y a eu beaucoup de fraudes qui se sont faites. Je me suis fait raconter que du temps de Duplessis, il y avait la mafia organisait des autobus de gens qui débarquaient dans un bureau de vote, puis là, ils s'appelaient, mettons, Michel Tremblay, puis la fois d'après, Joseph Thibault, et ils pouvaient voter 50 fois dans la même journée. Et quand les gens les vraies personnes arrivaient pour voter, ils ne pouvaient pas voter parce qu'il y a quelqu'un qui avait déjà voté à leur place. Ça faisait partie de la politique folle, inacceptable, antidémocratique, puis il fallait changer ça. Et là, aujourd'hui, on demande des pièces d'identité. De manière générale, c'est très bien parce que, entre autres, dans les grandes villes, les gens ne se connaissent pas. Mais quand on est dans une petite municipalité, puis qu'on rentre dans le bureau de vote, puis que là, tout le monde vous dit « Bonjour Denis » ou « Bonjour Marcel », tout le monde vous connaît, c'est un peu fou d'exiger une carte d'identité. Au niveau municipal, ils demandaient une carte d'identité. Au niveau fédéral, ils en demandaient deux. Et là, j'ai vu des gens qui sont rentrés dans le bureau de vote, que tout le monde connaissait, mais que finalement, parce qu'il n'y avait pas de carte d'identité, ils étaient obligés de s'en retourner. Et les gens qui sont obligés de s'en retourner, bien, ils ne votent pas, ils ne reviennent pas. Et je pense que si c'est important d'éviter la fraude, oui, c'est important, mais c'est important de favoriser le fait qu'il y ait le plus possible de gens qui vont voter, parce qu'avec les faibles taux de participation comme on a, il faut s'en occuper aussi. On passe maintenant à l'entrevue avec Mme Aya Georgette, qui travaille au Comité d'intégration des immigrants de Beauce-Nord. Bonjour, Mme Georgette, ça va bien? Oui, bonjour, M. Denis Trottier. Je vais très bien, merci. OK. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous expliquer brièvement Beauce-Nord, c'est quoi en termes de population, les principales activités économiques et la situation géographique? Est-ce que vous pouvez me décrire un peu la communauté de Beauce-Nord? Oui, bien évidemment. Donc, le territoire de Beauce-Nord comprend le MSC de la Nouvelle-Beauce, qui comprend 21 municipalités, et le MSC de Robert-Cliche, qui comprend 10 municipalités. Donc, c'est l'ensemble des deux MSC qui forment le territoire Beauce-Nord. OK. Et la MSC de la Nouvelle-Beauce est située au cœur de la région de la Chaudière-Appalaches, à quelques minutes au sud des ponts de Québec. OK. Elle compte un peu plus de 37 000 habitants répartis sur un territoire de 900 km², dont 95% en zone agricole, et compte 11 municipalités, comme je l'ai dit. On trouve dans la ville de Sainte-Marie, au centre de la MSC, qui dénombre une multitude de commerces et services, tout autour des 10 municipalités qui offrent leur attrait pour répondre à tous les goûts. Donc, il y a la proximité des services. On peut aller partout, au resto, au boulot, à l'école, au cinéma. Il y a le tout environ de 25 minutes de Québec et de Lévis. La MSC de Robert-Cliche aussi offre beaucoup de structures, comme beaucoup d'infrastructures en santé, loisirs. Et donc, il y a beaucoup d'implications des municipalités dans le développement et la qualité de la vie offerte aux citoyens. Donc, il y a aussi beaucoup d'implications communautaires. Et tout est proche des grands centres. Donc, on a aussi une belle culture entrepreneuriale. Donc, voici les atouts et les forces de notre région Beauce-Nord. Vous travaillez pour le Comité d'intégration des immigrants en Beauce. Depuis quand existe votre organisation, puis quels sont ses principaux objectifs? Bien, notre organisation existe officiellement depuis 2008. CAIDI Beauce-Nord existe depuis 2008. Et les objectifs principaux de CAIDI sont l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes. Nous œuvrons à favoriser la rétention de ces personnes sur notre territoire
Donc, bien évidemment, nous sensibilisons la population et les employeurs et nous faisons la promotion de Beauce Nord comme un milieu de bon vivre et puis un milieu aussi qui regorge beaucoup d'emplois. Concrètement, quand les personnes immigrantes arrivent, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que Kaïdi fait? Kaïdi s'occupe de leur trouver un logement, de les accompagner dans les démarches d'immigration comme l'obtention des papiers de gouvernement comme le NAS, la carte d'assurance maladie. Et nous informons beaucoup les personnes parce qu'on s'entend qu'une personne immigrante qui arrive au Canada est tout à fait sur un territoire inconnu. Donc, nous l'aidons à s'intégrer en lui donnant les valeurs, les connaissances et puis les orientations nécessaires, les ressources nécessaires pour pouvoir mieux s'intégrer. OK. Combien d'immigrants vous avez reçus depuis la fondation de votre organisation? Puis quel est le pourcentage de rétention de gens qui demeurent en place? Nous avons reçu environ 250 à 300 personnes immigrantes, bien entendu enregistrées. Il y a des personnes qui sont sur le territoire, qui ne fréquentent pas notre service, donc bien évidemment qui ne sont pas enregistrés dans le logiciel du ministère de l'Immigration. Donc pour ceux qu'on a aidés, nous avions environ 250 à 300 personnes. Et le taux de rétention de ces personnes, c'est environ 80 à 85 %. Okay. Parce que ces personnes se sentent très bien ici à cause de l'encadrement que nous les offrons, les organismes communautaires. Il y en a pas mal dans la Beauce quand même. Et donc aussi, la promotion de l'emploi que nous faisons, bien évidemment, la personne immigrante qui vient s'installer dans la Beauce, son premier centre d'intérêt, c'est l'emploi. Donc, il y a beaucoup d'emplois dans la région et puis nous aidons les immigrants à obtenir de l'emploi. Ce qui fait que ça augmente vraiment le taux de rétention. Est-ce que vous faites du recrutement? Comment vous faites ça, le recrutement, si vous en faites, là? Ben, nous faisons du recrutement de façon indirecte à partir de nos pages, à partir des réseaux sociaux, Internet. Et souvent, les personnes qui sont dans leurs pays respectifs vont prendre connaissance de l'existence de Kaïdi à travers Internet. Donc, depuis leur pays d'origine, elles peuvent contacter Kaïdi pour annoncer leur arrivée et puis voir dans quelle mesure on peut les aider à trouver un logement, l'ameublement, et puis les aider à inscrire les enfants à l'école, les accompagner dans les démarches d'intégration, à obtenir les papiers du service de gouvernement. Donc, ils prennent attache avec nous depuis leur pays d'origine. Ça, c'est une catégorie de personnes. Il y en a d'autres qui vont prendre connaissance de l'organisme depuis l'aéroport. L'aéroport où on leur fournit, les douaniers ou les agents de sécurité à l'aéroport vont leur fournir des feuillets d'informations dans lesquels Kaïdi est mentionné. Donc, s'ils veulent venir s'installer dans la Beauce, en ce moment-là, ils vont contacter Kaïdi. Okay. Il y a ceux qui arrivent qui ne connaissent pas Kaïdi depuis leur pays d'origine, mais que les amis et les connaissances vont leur parler de Kaïdi et en ce moment, ils vont s'orienter vers nous pour qu'on puisse leur offrir du service. Est-ce que, c'est quoi les principaux besoins en termes de main-d'œuvre que vous avez? Là? Quels sont les emplois qui sont le plus souvent offerts? À la Beauce, il y a beaucoup d'emplois qui sont offerts dans tous les domaines. Dans le domaine de la restauration, le domaine de manufacturier, les usines de plus en plus offrent beaucoup d'emplois, sont à la recherche beaucoup de la main-d'œuvre immigrante. Et ces entreprises-là se tournent vers Kaïdi parce que je suis la porte d'entrée entre ces entreprises et puis les immigrants. Donc, c'est à ce moment que je vais promouvoir les offres d'emploi pour essayer de recruter des immigrants pour ces entreprises-là. Et donc, il y a aussi les centres de commerce qui sont à la recherche de main-d'œuvre. Donc, en gros, c'est toutes les structures, les entreprises qui existent dans la Beauce qui ont besoin de main-d'œuvre et puis qui me contactent pour que je puisse faire la promotion des autres emplois auprès de la personne immigrante. En fait, c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'emplois dans la Beauce et de plus en plus, les personnes viennent de Montréal
les personnes quittent les grands centres urbains pour venir dans la Beauce parce qu'ils ont entendu qu'il y a de l'emploi à offrir, ou bien depuis Montréal, qui trouvent un emploi et qui viennent s'établir dans la Beauce. OK. Qu'est-ce que les nouveaux immigrants apprécient le plus en Beauce et qu'est-ce qu'ils trouvent le plus difficile? Oui, c'est une belle question. Ben, bien naturellement, les personnes immigrantes qui arrivent dans la Beauce ici sont prises en charge au niveau de l'accueil, au niveau de leur installation, puis au niveau de l'accompagnement que nous leur offrons. Pendant 3 mois, on les accompagne de ce qu'on appelle dans le processus d'intégration. Et ça, c'est très apprécié de savoir que je viens habiter dans une région où je n'ai pas de famille, je n'ai pas de parents, mais qu'il y a une ressource, un organisme qui est là, qui m'accueille, qui prend en compte mes besoins, qui m'aide à résoudre mes problèmes. Donc, c'est quelque chose qui est très réconfortant de la part des personnes immigrantes et qui est un grand renfort psychologique et puis social, parce que nous essayons de mettre les gens qui arrivent en réseau avec les personnes de même origine ou d'autres personnes immigrantes qui viennent d'ailleurs, ou la population québécoise. Donc, on fait beaucoup d'activités, des choses culturelles dans le but de favoriser l'échange, dans le but de permettre à l'individu de se tisser un réseau social. Donc, tout cela, tout ce qu'on offre comme service, que Kaidi offre comme service, ça contribue à l'équilibre et à la, comment on appelle ça, à la sécurité de la personne immigrante. Donc, ça, ils apprécient beaucoup. Ce que les immigrants, les personnes trouvent le plus difficile, c'est la solitude. La solitude dans la mesure où c'est vrai que Kaidi les accompagne à s'installer, les accompagne dans bien de choses, mais Kaidi n'habite pas avec ces personnes dans leur logement. Donc les personnes avec le milieu, le nouvel environnement, le temps de se faire des amis. Pendant ce temps-là, l'individu vit seul. Donc beaucoup de personnes m'ont rapporté qu'elles souffrent de la solitude. La population prend le temps de les connaître. Donc, on peut les regarder de façon un peu, je sais pas si bizarre, mais on ne les connaît pas. Donc, ça prend un peu de temps de ce qu'on appelle le temps de l'apprivoisement. Donc, ça aussi, ça peut être plus difficile pour la personne immigrante. Est-ce que vous croyez que la demande en immigration en Beauce va être de plus en plus grande ou si c'est passager? Ben, moi, je le pense parce que avec tous les atouts que nous avons, c'est le bonheur de vivre en ville est aussi grand que le bonheur de vivre en campagne. Ici, les loyers sont moins chers. Il y a une dynamique comme on appelle, de prise en charge des municipalités auprès des personnes immigrantes, les organismes communautaires qui œuvrent aussi pour les personnes immigrantes et les offres d'emploi qui augmentent sans cesse. Donc, tous les atouts sont réunis pour que de plus en plus, toutes les personnes immigrantes viennent s'établir dans la Beauce. Okay. En terminant, est-ce que vous auriez un coup de cœur, un produit que vous avez particulièrement apprécié, soit récemment ou un peu avant, lorsque vous êtes arrivé en Beauce? Oui, le produit que j'ai beaucoup apprécié ou pour lequel j'ai eu un coup de cœur, que j'ai appris même à connaître, c'est le sirop d'érable. Bon, bien évidemment, dans mon pays, on n'en produit pas. Et donc, c'est ici, dans la Beauce, que j'ai découvert ce produit, si délicieux et si sucré. Alors, j'y ai pris goût. Et puis, par la suite, j'ai fait la découverte de comment il se produit. Dans ma visite dans beaucoup de cabanes à sucre, m'a appris la procédure de fabrication de ce sirop. Et puis, j'ai fréquenté aussi des cabanes à sucre qui m'ont permis de déguster à des mets québécois, dont le sirop d'érable, avec surtout ses formes. Et puis, j'ai beaucoup aimé ça. Et donc, j'avais été un jour en Afrique, j'avais apporté à mes parents parce qu'ils ne le connaissaient pas. Donc, j'ai eu l'occasion aussi de le découvrir. Bien, merci beaucoup, Mme Georgette.
Suggestion de la semaine. Cette semaine, il va y avoir 2 suggestions qui s'adressent toutes les 2 au monde municipal. C'est que, il me semble que dans un monde qui va de plus en plus vite, qui est en changement profond, je pense qu'on devrait limiter le nombre de mandats à 2 mandats consécutifs. Les gens pourraient revenir après une pause, mais 2 mandats consécutifs pour les maires et mairesses des grandes municipalités, ça devrait être suffisant. Pour les petites municipalités, je ne pense pas qu'on puisse appliquer ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui veulent occuper ces postes-là qui sont vraiment pas payants puis assez compliqués. Mais dans les grandes municipalités, on devrait faire ça, entre autres pour éviter les déceptions de certains maires qui, après plusieurs mandats, finissent par se faire sacrer dehors puis ils ne comprennent pas que leurs citoyens sont ingrats par rapport au fait qu'ils ont travaillé, qu'ils ont consacré toute leur vie à ça. Bien, ce serait peut-être une façon d'éviter ça. Puis aussi, c'est que ça éviterait peut-être une certaine gestion électoraliste, on pourrait dire, de la municipalité, qui fait que parfois, les maires, les mairesses peuvent prendre des décisions en fonction de la prochaine élection parce qu'ils veulent être réélus et ce n'est pas toujours la meilleure décision. Aussi, on pourrait s'inspirer, même aller encore plus loin que ça. À Saint-Lambert, au Québec, il y a une tradition non écrite qui fait que la plupart des maires et des mairesses ont été là juste un seul mandat. Ils donnent le meilleur, ils ne s'occupent pas de savoir si c'est électoraliste ou pas, et après un mandat, ils s'en vont, donnent la chance à un autre meilleur. Enfin, comme deuxième suggestion, c'est que je propose que le vote devienne obligatoire, comme ça existe dans d'autres pays. Avec les moyens technologiques qu'on possède, là, Internet et tout, c'est que c'est facile de pouvoir voter à la maison. Il n'y a aucune raison pour pouvoir s'empêcher de voter dans l'avenir. Je pense qu'il serait plus simple, la démocratie, qu'il y ait plus de monde qui aille voter que, comme aujourd'hui, que la majorité ne vont pas voter. Si on forçait la population à voter, bien, j'ai l'impression qu'ils seraient obligés de s'intéresser minimalement aux élections. Ce serait une façon, je veux dire, de les intéresser. On dit souvent que voter, c'est le devoir, c'est notre devoir de citoyen. Ben moi, quand j'étais à la petite école, et même plus tard à l'université, quand il y avait un devoir, ce n'était pas facultatif, un devoir, c'était obligatoire. C'est ainsi que se termine notre émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités, des suggestions et une entrevue avec Mme Sylvie Bernier, médaillée olympique et ambassadrice des bonnes habitudes de vie. Bonne semaine tout le monde.